They give me only bad publicity or press. I mean, they're getting a license. I would think maybe their license should be taken away. Essentially saying that any media actor that doesn't say what Trump wants them to say about Charlie Kirk or Trump's policies is going to be silenced. That's censorship. That's state speech control. Vous le savez, le climat politique était rendu aux États-Unis avec, entre autres, la suspension par la chaîne ABC de l'animateur Jimmy Kimmel, que vous voyez justement, Jimmy Kimmel qui a tenu des propos controversés sur l'assassinat de Charlie Kirk. On va rejoindre Antoine Yoshineka, qui est de l'Observatoire sur les États-Unis. Bonjour, M. Yoshineka. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Tout d'abord, comment vous avez réagi justement à la suspension de Jimmy Kimmel par ABC? Écoutez, c'est un deuxième domino qui tombe après, à la suite du licenciement qui s'en vient là, de Stephen Colbert. Vous avez Jimmy Kimmel. Évidemment, c'est les émissions, les shows de variété comme ça en fin de soirée. Il y a une très longue tradition de contestation politique, de l'humour politique qui se fait dans ces émissions-là. Et là, ça s'avère que, selon certains, Jimmy Kimmel serait allé trop loin. Ma réaction est la suivante. Deux choses peuvent être vraies en même temps. D'une part, une corporation comme ABC, Disney essentiellement, a tout à fait le droit de suspendre, de limoger, de licencier un de ses employés pour des propos qu'il aurait tenus, des propos auxquels cette corporation s'oppose. Bon. Donc ça, ils ont le droit de le faire. Là où ça devient un peu plus compliqué et possiblement il y a des questions constitutionnelles qui sont soulevées, c'est le rôle que joue le gouvernement, là où on a entendu des propos de Donald Trump qui menace là, indirectement peut-être de ne pas octroyer là, les permis nécessaires. Il y a le commissaire de la FCC, la Commission fédérale de communication, qui a essentiellement menacé Disney là, de peut-être devoir prendre des moyens coercitifs. La Cour suprême, le premier amendement, c'est assez clair. Le gouvernement n'a pas le droit d'employer des moyens coercitifs, donc de menacer une entité privée essentiellement pour tenter de museler la liberté d'expression que le gouvernement lui-même n'a pas le droit de faire directement. Donc, le faire indirectement, c'est aussi, selon la Cour suprême, inconstitutionnel. Alors, il y a des questions qui se soulèvent, qu'on soulève ici, sur en fait, la constitutionnalité de ce genre de décision-là, qui, rappelons-le, une compagnie privée a le droit de le faire. Mais la question, c'est est-ce que le gouvernement peut indirectement forcer la main d'une corporation, d'une entité privée? Et ça, c'est beaucoup moins clair. Oui, indirectement, le mot est important parce que le président Trump n'a pas le pouvoir de retirer une licence. C'est un organisme extérieur dans un premier temps. Et vous parlez de Stephen Colbert aussi, qui est en poste. En fait, c'est un non-renouvellement de son émission, mais il est en poste jusqu'au mois de juin prochain. D'ailleurs, je veux continuer là-dessus parce que le président Donald Trump s'est réjoui de la suspension de Jimmy Kimmel. Il a dit qu'il n'a pas été suspendu à cause de ses propos, mais parce que c'était un mauvais animateur. C'est les propos de Donald Trump. Mais il continue ses attaques contre les médias. Après le Wall Street Journal, qui est poursuivi par le président, c'est maintenant le New York Times qui est dans la mire de Donald Trump. Il y a une poursuite de 15 milliards de dollars. Poursuite qui est pour l'instant rejetée par un juge fédéral. Donc ça aussi, ça fait beaucoup de bruit, cette poursuite de 15 milliards-là pour le New York Times. Qu'est-ce que Donald Trump reproche au New York Times et aux médias? Écoutez, ça s'inscrit en fait, ça fait longtemps que Donald Trump est essentiellement en lutte ouverte, là, si vous voulez, un genre de combat entre lui et les grands médias. On se souviendra qu'il aura fait la même chose avec CBS il n'y a pas si longtemps. Il y avait eu une entente hors cours qui avait été conclu entre justement CBS et Donald Trump. Il le fait avec le New York Times, le Wall Street Journal. On sait qu'il s'attaque aussi aux grandes universités américaines. Donc, il y a vraiment une stratégie ici de tenter de museler les entités, les grandes institutions dans la société américaine qui s'opposent assez ouvertement là, à sa présidence. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il va nécessairement remporter ces poursuites-là vont être soldées à son bénéfice? Ce n'est pas nécessairement le cas. Évidemment, parfois, ces poursuites-là sont frivoles, mais c'est un peu... Mais la stratégie, c'est vraiment d'employer ce genre de moyens
la coercition pour justement tenter de faire museler ces autres institutions-là qui peut-être ils vont y penser à 2 fois avant de critiquer Donald Trump. Et donc, qu'il gagne ou non ces poursuites-là, c'est pas si pertinent que ça. C'est vraiment l'effet, le silence que ça peut créer chez certains acteurs médiatiques, politiques, universitaires, académiques ou autres. C'est ça vraiment, je crois, la stratégie à long terme, disons, de Donald Trump et de son administration. Antoine Yoshinaga, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, les funérailles de Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre dernier. Évidemment, c'est dans un climat très tendu. On va surveiller ça. Et il y a beaucoup, on parle de près de 100 000 personnes qui vont se déplacer, justement. Que pensez-vous, justement, de tout ce qui se passe présentement et de ce grand rassemblement? Écoutez, le climat est très tendu. Moi, je suis sur un campus américain. Les étudiants en parlent parce que Charlie Kirk, évidemment, il était très, très bien connu dans la population, disons, des étudiants universitaires aux États-Unis. Les funérailles d'aujourd'hui, ça va, vous parlez de 100 000. Je crois qu'il y a 200 000 personnes qui aimeraient être là. Il y a, évidemment, le nombre de places est limité. 100 000, ça va déjà être assez, ça va déborder. Il va y avoir le président qui va être là, qui va s'adresser, le vice-président. Il va y avoir des membres du cabinet. Ça va être, oui, ce sont des funérailles, bien évidemment, mais ça va être vraiment un rallye politique. C'est vraiment une occasion pour le mouvement de Donald Trump, oui, de se recueillir et de faire, d'honorer la victime d'un assassinat, ça c'est clair, mais également d'en faire un mouvement, un rallye et une occasion pour mobiliser, encore une fois, pour carburer ces supporters qui vont non seulement être là, mais qui vont regarder ça, évidemment, à la télévision ou autre. Et donc, il va y avoir ça aussi. Ça joue un rôle, c'est un rôle très politique que ça va jouer, ces funérailles qui auront lieu en Arizona aujourd'hui. Ouais, funérailles qui doivent avoir lieu à 11 h, heure locale, donc 14 h, heure de Montréal. Antoine Yoshinaga, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis, vous êtes à Buffalo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir.